Au chant 5 de l'Odyssée, Ulysse proclame « Aussi longtemps que ces pièces de bois seront unies par leurs liens, je resterai ici, et je subirai mon mal patiemment. Et dès que la mer aura rompu le radeau, je nagerai, car je ne pourrai rien faire de mieux. » La maîtrise de la nage apparaît dans l'Odyssée comme un acte hypothétique, une prouesse corporelle inassouvie, qui aurait fait du demi-dieu ulyssien un surhomme à part entière. Si Hegel estime que le héros antique se caractérise par un excès de concrétude, qu'il porte la marque de l'impensé et du végétal, le maître nageur porte quant à lui la marque du minéral, ne formant qu'un avec l'eau qui l'entoure, avec cet élément aqueux au sens fort du terme, comme nous le reverrons avec ces textes. À l'heure où la première femme de 50 ans vient de gagner Koh-Lanta, comment interpréter le retour des maîtres nageurs comme des grands héros de la littérature ? Cette statue déshumanisée des piscines qui régit de l'aquagym avec une oreillette qui le déshumanise, un androïde charmant de ces dames, n'est-il pas l'avènement d'une masculinité critique perpétuée par les féministes ? Nous étudierons d'ailleurs 2 autrices aujourd'hui. La littérature cherche-t-elle au contraire, dans le crépuscule des idoles post-contemporains, à se ressaisir de cette figure héroïque pour réoffrir une épopée aquatique à notre époque ? Bienvenue dans le 31e numéro d'Ancralogène. Une émission France du futur. Produite par Alain Dufaré. Présentée par Jacques-Emmanuel Mireliza. Bonsoir et bienvenue dans la 31e émission. Ah, alors je n'ai pas pour l'instant les intellectuels, peut-être sont-ils en retard. Le public est là en revanche. Il y a un peu de public. Oui, il y a quelques publics, mais pour l'instant il n'y a pas d'intellectuels autour de moi. Ah, entrée, je ne sais pas, peut-être un intellectuel. Ah, monsieur Duquesne, bonsoir. Monsieur Duquesne, bonsoir, installez-vous. Ben, je ne sais pas, c'est l'été, hein, on parle des maîtres nageurs, il n'y a personne pour l'instant. Jacques, ils sont passés où ? Ben, je sais pas, vous êtes le seul. Bon, on peut faire l'émission à 2, mais c'est un peu dommage. Je ne veux pas que monsieur Parqueguio vienne, hein, ça a été décidé avec le producteur, il ne sera pas là ce soir. Mais monsieur Dufaré n'est pas là. Oui. Problème gastrique. Ah, oui. Vous savez, avec les fruits de mer, bon, on n'est plus dans les mois heureux, voilà. Monsieur Renard est en excursion, monsieur Vienne n'est pas là, mais bon, on peut faire l'émission à 2 si vous le souhaitez. Ça risque d'être un petit peu vide, ma foi. Il me semble avoir vu monsieur Blachikowski en observation participant dans un bistrot actuellement. Ah oui, pourrait voir éventuellement s'il était disponible. Oui, mais on peut le faire venir, il va arriver dans 1 minute. Ouais. Mais qu'est-ce que je vois ? Mais vous êtes là, monsieur Parqueguio Oui, bah écoutez, monsieur Dufaré m'a prévenu que les intellectuels ne seraient pas de la partie ce soir. Bon, faites vite, ça n'intéresse personne, monsieur. Ça n'intéresse Écoutez, personne. je suis venu pour vous sauver la mise, hein, Mireliza. C'est vrai, mais ça n'intéresse pas notre public ni nos auditeurs. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur mon grand ami Blachikowski, hein, que je suis toujours ravi d'accueillir. Hein, Ça faisait longtemps, je sais, mais je sais que vous avez... oui, mais vous êtes toujours la bonne patte, hein, qui sert à nous aider. Vous avez moins de choses à dire que les autres, c'est pour ça qu'on vous invite un peu moins. C'est vrai que je parle voilà. Oui. Mais merci à vous d'être là en tout cas. Nous allons recevoir beaucoup d'invités, hein, beaucoup de femmes qui vont nous parler de leurs travaux, une chanteuse, une réalisatrice, une scénariste ce soir que nous allons accueillir, enfin beaucoup de monde autour de cette question des maîtres nageurs. Alors votre actualité, quelqu'un écrit quelque chose en ce moment, un essai ? Oui, monsieur, alors, allez-y. J'ai un essai à paraître très prochainement. Alors, c'est un thème que j'explore actuellement, donc c'est jeter le bébé avec l'eau du bain pour une esthétique genrée de la baignoire. Parce que j'ai constaté que la figure de la baignoire dans diverses œuvres de la culture populaire, entre guillemets, était très profondément associée à la figure de la femme, et à la fois à des actes d'enfantement, mais aussi de fragilité. Alors je vais vous citer quelques exemples. Psychose, voilà. L'assassinat dans une baignoire, la femme est vulnérable, mais on peut penser évidemment à Shining aussi, où la femme sorcière en décrépitude sort d'une baignoire. D'accord. Et Moïse, bon, pour revenir à l'enfantement, Moïse est déposé sur le limon du Nil. Et voilà. Alors, quel rapport avec le... l'enfantement, qui enfante Moïse en fait ? C'est le Nil. Voilà. D'accord. Voilà. C'est totalement ridicule. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Duquesne. Est-ce que vous avez travaillé, vous ?
Ah bah oui, j'ai travaillé. Ah, je vous écoute. J'ai travaillé, j'ai écrit un essai, une nouvelle fois, toujours en collapsologie, du désuet. C'est La chute, histoire du plouf. Un anti-manuel de physique newtonienne qui revient en fait sur la fin annoncée des accessoires de piscine et de bain. Donc notamment la frite en polystyrène oui. et les brassards. La frite. Qui seront très intéressant. bientôt On dépassés. gardera la frite en tête pour les métaphores phalliques que nous allons retrouver dans les textes. Très important. Bien, bienvenue. Nous allons passer tout de suite au premier Je extrait. vois encore que mon actualité n'intéresse personne ici. Ah, vous avez une actualité rapidement parce que nous allons passer au texte, aux auteurs, s'il vous plaît. Rapidement, contrairement à mes confrères qui sont retournés à leurs premiers amours de l'essai et de la théorie, je suis retourné à mes premiers amours. Je vais servir en fruits nos invités allez-y. pour l'instant, ceux qui veulent Il se se servir en trouve fruits, allez-y. qu'après avoir Allez-y. terminé donc sur mon passé en Pologne, Varsovie ma vie, j'ai décidé de cette Oui, fois de- Varsovie ma vie, je l'ai lu 2 fois, j'ai trouvé ça grandiose, Voilà, je vous vraiment. en prie. J'ai eu envie de parler cette fois, de sortir de l'autofiction et de parler de ma vieille grande-tante Maria Lewandowski, qui avait été la maîtresse de Lech Walesa. Oui, encore des histoires pathos, hein, C'est très érotique. pour faire pleurer dans les Très, chaumières, très, sur le dos des gens qui ont subi de l'horreur. très, D'accord, très très bien. érotique et sur le modèle justement Bien. de l'épistolet. On est là pour rire ce soir, c'est l'été, Rions. et on va parler des maîtres nageurs, on va parler des plages, des campings. Bienvenue dans Cralogène. Il était beau le maître nageur, quand elle le vit tout de suite son cœur fit un grand bond dans sa poitrine. Elle était déprise la gamine, mais elle était trop sur le bord, et son petit cœur bondit si fort qu'elle glissa dans la piscine. Loup, En Cralogène. lève-la dans l'eau la pauvre gamine. Bien, alors nous allons étudier ce soir 3 textes, 3 genres littéraires, l'autofiction, enfin l'autobiographie même, le théâtre, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de théâtre, on va en faire ce soir, Vous savez que j'aime ça. et la nouvelle, le romanesque. Donc on va aller du moins romanesque au plus romanesque, vous allez le voir. Roland Chab est un professeur de sport qui travaille à La Réunion, au ministère des Sports. Il a des missions au ministère des Sports et il a publié chez Eddy Livre plusieurs ouvrages. Vices et Versailles en 2015. Aspect physiologique de l'effort et de l'entraînement en 2007. Et là, enfin je ne sais plus quand, il a publié ses mémoires de maître nageur que nous allons envisager ce soir. Donc après les confessions de Rousseau, nous avons les confessions de Roland Chab. Et c'est dans ce texte que nous allons plonger dès à présent. Tout le monde a un texte, je suppose. Avec ce chapitre qui s'intitule « La vie en plein air entre odeur du chlore et parfum féminin ». Nous écoutons la parole de Roland Chab. Mes journées sont occupées du matin au soir, sans relâche. Sitôt mon footing terminé, les cours collectifs s'enchaînent avec les classes du lycée. Je seconde la professeure d'éducation physique et sportive. J'ai en charge le groupe des nageurs d'une classe de terminale qui prépare le baccalauréat. Le programme consiste en l'apprentissage des 4 nages et de nage en distance, ce qui équivaut à parcourir la plus grande distance en 10 minutes. Le travail technique est motivant car j'aborde tous les éléments techniques du crawl. L'entrée dans l'eau, la tirade, la poussée, le retour rapide et relâché des bras, le tout dans l'axe du corps. Le battement des jambes avec les chevilles relâchées reste toutefois difficile à acquérir. Au cours de mes séances, je leur enseigne aussi le rétropédalage qui permet de tracter une victime de noyade en toute sécurité. Le plaisir est pour moi doublement immense, car mes classes sont composées majoritairement de filles. Une nymphe attire particulièrement mon attention. Nathalie s'intéresse particulièrement à la natation. Après chaque séance, elle a toujours quelque chose à me demander. Je vois bien qu'elle est sous le charme de son maître nageur. L'après-midi est réservé aux cours particuliers. Ce sont surtout les bourgeoises retraitées qui viennent me demander des conseils aquatiques. Elles veulent avant tout que je m'occupe d'elles en écoutant leurs petits soucis. Je suis conscient que la natation représente à leurs yeux, certes, une détente, un style de vie. Les conseils techniques sont souvent superflus. Mais attention, la leçon doit aller à son terme et il faut prévoir une discussion de fin de séance d'au moins 10 minutes avant que je poursuive avec une autre cliente. À ce titre, je constate que les dames vieillissantes prennent davantage conscience de leur corps que leurs maris. Les dames sont toutes raffinées,
Les maillots de bain sont assortis à leur bonnet de bain, les peignoirs sont semblables aux serviettes. Elles arrivent au bord du bassin en dégageant une odeur agréable. En les voyant défiler les unes après les autres ainsi, je me dis que toutes les femmes sont belles. Puis ma soirée commence, ce soir au bar des sports où justement j'ai rendez-vous avec ma lycéenne, Nathalie. À peine assise me raconte sa vie un peu particulière. Ses parents sont instituteurs, bien qu'ils ne s'entendent plus. Ils continuent de vivre sous le même toit, mais où cela se complique, c'est que sa maman loge aussi son amant, un pilote de ligne. Le plus étonnant est que ce ménage à trois fonctionne apparemment bien. Toutefois, je la sens perturbée par cette situation. À peine a-t-elle terminé d'évoquer le libertinage de ses parents, elle me dit le plus naturellement du monde qu'elle veut faire l'amour avec moi. La chose ne me déplaît pas, mais lorsqu'elle m'apprend qu'elle a 17 ans, je lui récite quelques vers de Léo Ferré. Il ne faut pas regarder sous les jupes des filles qui ne sont pas majeures. Notre relation change de nature, nous devenons amis. Mais nous ne serons pas amants. Que j'aime cette vie au grand air, uniquement vêtue de mon maillot de bain, de ma casquette, de mes lunettes de soleil et de mes claquettes. Je me sens libre, mais cette liberté a quelquefois un prix à payer. La complicité avec Bertrand est grande, mais j'en perçois très vite la limite. Il a tendance à être sans gêne. Alors que je donne une leçon à un retraité, bien conservé pour son âge, et qu'heureusement nous sommes seuls dans le bassin extérieur, Bertrand arrive en compagnie d'une belle jeune fille. Les deux tourtereaux font quelques brassées, puis ils commencent à enlacer la jeune fille qui est adossée au bord de la piscine. Je vois bien qu'ils font l'amour sans vergogne. Un peu choqué, je propose au monsieur de poursuivre la séance dans un bassin ouvert, pensant qu'il n'avait rien vu. À ma grande stupéfaction, mon client me fait comprendre qu'il a vu la scène, mais qu'il veut bien rentrer, afin d'accorder un peu d'intimité à ce jeune couple. Quant à Bertrand, d'un air provocateur, il m'affirme que la prochaine fois, il réitérera son forfait lorsque la piscine sera bondée. Quel enfoiré! Un copain! Un salaud! Puis, une semaine plus tard, Marinette m'invite à un apéritif à la piscine, autour du bassin couvert. Elle me dit d'un air coquin: surtout ne t'habille pas trop. Je souris sans vraiment comprendre. En arrivant par les vestiaires, j'entends un brouhaha aux abords du bassin. Première surprise, les lumières ne sont pas allumées. Lorsque j'arrive à l'entrée du bassin, l'ambiance se précise. Une belle femme, seins nus, uniquement vêtue d'un voile blanc, qui recouvre ses jambes, m'accueille avec un sourire charmeur, en me proposant de me mettre à l'aise. Je comprends que je dois me déshabiller. Candide, le sourire aux lèvres, je pense tout naturellement à une soirée naturiste. J'entrevois également un bar, sur lequel le champagne et les agapes sont proposés en libre service. Une odeur de jasmin, que dégagent des bâtons incandescents, me séduit et me distrait un moment. Soudain, j'entends à nouveau l'hôtesse qui réitère ses propos, en me mettant la main sur l'épaule. Devant ces couples, pour les uns, leur coupe de champagne à la main, et les autres enlacés, je déduis que c'est une orgie, ou plus vulgairement, un début de partouze. Je bredouille à cette belle Hélène que je cherche juste quelqu'un. Mes yeux, de maître nageur, exercés à l'observation gestuelle et humaine, tombent sur Marinette. Elle semble comblée, entourée par deux hommes qui s'occupent très bien de son anatomie. Entre déception, jalousie et aussi par orgueil, je suis pris d'un pyrosis, je quitte ce lieu en courant pour aller vomir à l'extérieur. Bon, c'est splendide, hein, les confessions là sont véritablement poignantes. Il y a une phrase qui est magnifique, hein, on dirait du Proust. Enfin, mes yeux de maître nageur, on analysera l'emploi de l'incise ici. Mes yeux de maître nageur, exercés à l'observation gestuelle et humaine, tombent sur Marinette. Quel élan! Monsieur Błaszczykowski. Alors je suis époustouflé à plus d'un titre. Le premier titre, c'est justement... Alors il y a quelque chose de très fort dans la première partie du texte. C'est comment il arrive à faire basculer cette observation qui paraît tout à fait grivoise finalement des usagers de la piscine en une véritable critique de l'inégalité de genre dans l'espace social. C'est-à-dire qu'on a ici même. C'est très simple. Les dames vieillissantes prennent davantage conscience de leur corps que leur mari. Les dames sont toutes raffinées, les maillots de bain sont assortis, etc. Pourquoi est-ce que
les femmes sont comme ça et pourquoi est-ce que les hommes... Parce que les femmes ont peur d'être fanées. Parce que les femmes au bord de la piscine... Est-ce qu'on peut parler de littérature? Parce que là, vous nous faites une critique sociale Non, mais du texte. non, mais avec un tel verbe, je pense qu'il y a autre chose à dire quand même. Sur la forme, mais restons sur la forme si vous voulez. Je pense qu'on passerait à côté... Là, vous êtes sur les formes, pas sur la forme. Bon, monsieur Parkeggio. Oui, mais peut-être qu'on peut y voir une version littéraire à cette analyse. Pourquoi? Parce que j'aimerais quand même souligner le fait que c'est un texte extrêmement référencé. C'est un texte d'amoureux de la littérature. Léo Ferré, déjà. Léo Ferré, Candide. Oui. Ronsard. Où ça? Avec Ronsard. La Belle Hélène. Ah oui, pardon. Excusez-moi, vous êtes bien Lisa. Pardon. Et effectivement, lorsqu'on parle de Ronsard, et plus particulièrement de sonnet pour Hélène, on parle aussi des femmes fanées. De ces femmes qui furent un jour belles, et qui une fois à la piscine, dans leur maillot de bain, se découvrent vieilles et flétries. Et peut-être que là, on a finalement la post-Pléiade en fait. D'accord, oui, je veux bien le croire. Quelque chose du Parnasse, vous voyez. Peut-être que Monsieur Duquesne... Puis pardon, il y a aussi Lolita, avec Nathalie. Oui, mais non, parce que elle est trop vieille pour être Lolita. Et Lolita reste amie. Il n'y a pas de désir pour Lolita. Parce que ce qui l'intéresse... Vous avez mal lu le livre, monsieur. Non, pas pour Nathalie, d'accord. Ma langue est fourchée. Pour Nathalie. D'accord. C'est quand il apprend son âge. Monsieur, vous êtes un peu... Certes, mais parce qu'elle est trop jeune. Oui. Pas parce qu'elle serait trop vieille. Oui. Allez-y, monsieur Duquesne. Alors, je salue les lectures qui ont été faites jusqu'à présent, mais pour moi, ça passe à côté du texte. Moi, ici, je vois un texte fin 18e en droit... Non, il date de 2010. Oui, non, mais je vais vous expliquer. En droit héritage du mouvement des encyclopédistes. Pour moi, ici, on a un texte... c'est facile. Non, mais développez alors. Vous allez nous faire avec les confessions. Mais non, pas du tout. Alors attendez, s'il vous plaît. Pas du tout les confessions. Il vient d'arriver, l'Argentin Stefano Piscoletto nous rejoint. Bonsoir. Oui, moi j'ai été frappé par le texte, magnifique ouvrage. Et surtout les superpositions des idoles ici. Uniquement de mon maillot de bain, de ma casquette, de mes lunettes de soleil et de mes claquettes. C'est Apollon et c'est Franck Dubosc aussi. Vous voyez, c'est toujours ma façon de prendre les modèles et de les superposer. Voilà, je laisse. Allez-y, monsieur. Une littérature lasagne. Description fournie. C'est ça, oui. Description fournie qui accumule les détails, mais pour moi, c'est encyclopédiste, encore une fois. Vous voyez, en fait, c'est un personnage, un maître nageur qui est entouré de passion. Et qui lui reste très froid, très analytique. Ah, mais je suis pas d'accord, il est pas froid, il est très gentil comme homme. Mais on peut être gentil. Son copain, il est méchant, il y a le bien et le mal. Bertrand, c'est le salaud et lui, c'est le gentil. Lui, c'est un apprenti philosophe qui tempère ses passions et qui s'en sert pour analyser le monde. On le voit ici. D'ailleurs, Candide, qu'est-ce que c'est sinon ça? Oui, c'est un peu comme Laurent Ournac dans Camping Paradis sur TF1. C'est un peu l'homme qui observe le monde. Notre culture de la série B française ne met pas très oui, toujours, incroyable. Pour vous, Roland Chab est un stoïciste. Vous êtes en train de dire? Pas un stoïciste, pas du tout. Tempère ses passions. Bon, est-ce qu'on peut revenir au texte, s'il vous plaît, au lieu de parler de Roland Chab en général? Je sais que Roland Chab est dans le texte. On a le droit de faire une lecture à la Sainte-Beuve, monsieur. C'est pas interdit. Hein. Oui, c'est sa vie, d'accord, mais c'est aussi de la littérature. Non, je disais qu'il y a quelque chose qui a l'air de vous gêner dans notre démarche d'analyser le fond du texte. Oui, parce qu'on passe à côté du texte. On passe à côté de la lettre. On passe pas à côté, on est en plein dedans là. Donc vous me dites que... Bon, alors allons-y, parlons de la vie de Roland Chab, allez, faisons... C'est plus encre halogène, c'est closer halogène, allez. Alors la vie de Roland Chab, parlons-en, monsieur... Ah, moi je ne le connais pas. Non, mais il y a quand même de la littérature dans ce texte. Je reprends cette phrase... Marinette, ça vous surprend pas ce prénom Marinette? Mais si, il y a 602 dans 2010. Parce que c'est en fait c'est un peu la consécration du petit pull marine d'Isabelle Adjani, c'est Marinette. Marinette. C'est totalement visuel. Mais ça n'a rien à voir. Vous citiez Homère en introduction de cette émission, j'ai entendu en arrivant. Oui. Bon, Marinette. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la figure marine. C'est la nymphe, justement. C'est Calypso. C'est Calypso. On est en plein dans Homère. C'est la fille de Poséidon. Et donc là, on est dans une littérature mythologique. Et alors, excusez-moi. La littérature lasagne mythologique. Mais Nathalie. L'URSS, Gilbert Bécaud. D'accord, j'entends, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah oui, c'est une lecture, question de révolte aussi. Bien, bon, je crois que c'était une belle entrée en matière dans l'univers des maîtres nageurs.
Donc on a une héroïsation qui passe par le biais de l'autobiographie, qui est assez rasoir, enfin pas rasoir, assez littéral. Alors je suis ravi maintenant d'accueillir une artiste, une cinéaste qui va venir nous parler de son travail. J'ai l'honneur de recevoir Madame Appart. Sable blanc, aveuglant. Encre halogène. Moi qui suis encore vivante. C'est une artiste à part, au sens fort du terme, que nous allons recevoir Voilà, ce en soir. fait, moi je n'écris pas sous pseudo, donc comme toutes les personnes ici présentes, effectivement, je m'appelle Camille Appart. Donc, Nous n'écrivons pas sous pseudo, D'accord. Madame. Si vous commencez par des procès d'intention... Non, excusez-moi, alors vous êtes scénariste, c'est ça? scénariste. Oui. Et vous avez réalisé vous êtes en train de réaliser une série sur les maîtres nageurs et sur qui remet en question la question des normes de genrées, c'est ça? C'est ça. Bah alors déjà, moi je suis pas réalisatrice, je suis seulement scénariste et créatrice de la série. Donc c'est une comédie dramatique, effectivement, en 8 épisodes de 30 minutes qui se passe non pas chez les maîtres nageurs, mais chez les nageurs sauveteurs. D'accord. Donc voilà, petite précision. Donc là, on n'est pas dans l'univers de Roland Chab. Non, alors nous on est à l'océan. Voilà, D'accord. comme dirait mon personnage Didier, l'océan c'est pas une piscine olympique. Donc là, clairement, voilà, il D'accord. fait la Ah, distinction oui. entre votre D'accord. Roland Chab et l'océan. C'est vrai que nous, on sera plutôt autour des piscines ce soir, mais bon. Voilà. Après... Et ben du coup, en fait, effectivement, moi, ce qui m'intéressait donc chez les sauveteurs en mer, c'est un petit peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est effectivement cet univers très genré. En fait, on a d'un côté les hommes qui travaillent, qui sont sauveteurs, et de l'autre côté, les vacancières. Donc là, c'était les élèves, mais c'est effectivement, c'est marinettes et autres... et Vous avez rencontré des marinettes, vous aussi, dans vos investigations? Non, moi, j'ai plutôt rencontré des Didier et des Roland Chab. D'accord. Vous l'avez Voilà. rencontré? Oui, j'ai rencontré des sauveteurs en mer. Ouais. D'accord. D'accord. Alors... Et moi, en fait, ce qui m'intéressait en fait, dans cet univers, c'est effectivement ce côté très genré, qui tient en fait en 2 points, c'est que le corps est très présent. D'un côté, parce que c'est un outil de travail, que du coup, ça pose quand même la question de la performance, et en plus, il faut sauver des vies, du coup, quelle place en fait du corps féminin qui est moins performant dans un tel univers. Et là, si je peux me permettre, en résonance avec le texte, justement, l'incise, quand il précise « mes yeux, virgule, de maître nageur », ça insiste sur le corps du maître nageur, finalement, Oui. la spécificité du corps nageur. Ben voilà, sûrement. D'accord. Voilà, et puis donc de l'autre, c'est aussi la performance sexuelle qui finalement a un rapport, c'est en fait, le sauveteur doit assurer en fait la journée, mais aussi le soir. Donc c'est-à-dire qu'il doit choper, se On bourrer le verra la avec gueule. le dernier texte, Voilà, je on crois. le verra sûrement avec le dernier texte. Oui. Et en même temps, le lendemain, assurer. Et donc c'est à ça que se reconnaît la virilité. C'est finalement comment tu assures la journée sur le terrain, mais aussi le soir. Sur un autre terrain. Sur Et un alors, autre d'un terrain point de vue la séduction et, du artistique, sexe. comment allez-vous mettre en scène, reconfigurer finalement cette question de genre à l'écran? Déjà, il faut dire que moi, du coup, je me centre sur un personnage qui, justement, est pas du tout binaire, contrairement à l'univers dans lequel on se situe. D'accord. Donc, voilà, t'as d'un côté les... On ne se tutoie pas, s'il vous plaît. Voilà, pardon. C'est un personnel. Oui, c'est un datif éthique. Tu. Ouais. Et donc, en fait, je me centre sur un personnage intersexué. Donc, je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en fait, c'est... Comme Samantha, hermaphrodite. peut-être notre stagiaire, je sais. Allez-y. Allez-y, continuez. Donc, un personnage hermaphrodite qui va en fait découvrir qu'elle rejette en fait ce qui lui a été assigné à la naissance, donc c'est-à-dire un corps féminin, et qu'elle en fait veut se situer justement dans une non-binarité. Et en vous fait, dites elle. Oui, parce que en fait, moi, dans cette première saison, le personnage, en fait, justement, a fait un rejet complètement intellectuel de cette question de genre. En fait, elle est vraiment dans la performance du corps. Elle est passionnée de natation. Et du coup, en fait, elle est pas du tout sur un point de vue militant, en tout cas dans cette première saison. Donc là, c'est vraiment, elle se considère comme une fille, mais en fait, elle va arrêter son traitement hormonal pour justement gagner en performance. Donc en Vous nous fait, spoilez elle la série. adhère complètement. Non, parce que ça se termine pas comme ça. Ça, c'est le parcours du personnage en première partie. Alors on peut dire que c'est l'impératrice qui signe la musique originale. Oui, effectivement, parce que la boîte de prod avec laquelle je suis actuellement connaît l'impératrice, et ce qui nous intéressait, c'était ce côté solaire, érotique aussi, parce que du coup, justement, le fait que les sauveteurs aient intégré tout ce mythe en fait, de virilité fait qu'il y a quelque chose de très homo-érotique au poste, en fait. C'est le corps de l'autre est beau et performant,
Et comment moi je me situe vis-à-vis des autres hommes, c'est aussi dans un rapport quand même de séduction et de mon érotisme. Alors on peut donner des échéances, à quel moment pourra-t-on voir ce projet ? Alors ça on le sait jamais en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on écrit une série, surtout en fait en télévision, en fait tout dépend du diffuseur, c'est-à-dire donc les diffuseurs télé traditionnels, donc France 2, France 3, mais eux en fait ne peuvent pas diffuser ma série parce que c'est le teen drama, donc le récit adolescent ne rentre pas du tout dans leur ligne éditoriale. Et du coup, nous, on vise davantage les nouvelles plateformes SVOD, Netflix, Amazon. Superbe. Écoutez, Voilà. nous serons ravis de suivre ce projet. Merci beaucoup à vous. Je pense que ça nous éclaire beaucoup sur des questions que nous allons aborder maintenant par le prisme de la littérature. Vous, ça doit vous donner des idées un peu, ces textes, qui sont quand même des chefs-d'œuvre. Oui, non, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que, voilà, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées n'écrivaient pas, donc c'est Ah un oui, discours très là, vous avez la parole d'un maître Voilà. nageur. Là. Il écrit beaucoup, j'ai pas pu couper parce que c'est vraiment... Ça se tient. Merci beaucoup. Merci à vous, Camille. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Alors le public n'est pas intervenu, mais il interviendra sûrement sur le deuxième extrait. Nous allons passer maintenant à du théâtre avec une écrivaine anglaise, paix à son âme, elle est morte en 2010, Bridget O'Connor. Dégoupiller les serviettes, faites exploser les maillots. Dégoupiller la bronzette. Bien, alors maintenant ce sont les Fanions, pièce de Bridget O'Connor, publiée au Solitaire Intempestif, grande maison d'édition, qui publie Pascal Rambert, entre autres, un grand auteur qui sera joué en ouverture du Festival d'Avignon, rappelons-le. Alors, avant de se plonger dans le texte, s'il vous plaît, je vais parler un peu de ce texte, Fanion. Alors, Fanion, c'est l'histoire de Jean-Jérôme et de Patrick, qui sont tannés par le soleil et sales comme des vieux torchons, 2 maîtres nageurs sauveteurs responsables de la sécurité sur la plus immonde des plages, là on va parler des plages, du grand littoral. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est passer dans un autre endroit. On va en parler ce soir. Alors cette pièce a connu un grand succès au théâtre. Alors elle a été jouée, en fait elle n'a eu qu'une lecture pour l'instant, mais en 2007, dans le cadre de la mousson d'été, à l'abbaye des Prémontrés de Pont à Mousson-Lorraine. Elle a été jouée lue dans une abbaye. Voilà. Et ce soir, nous allons lire un extrait entre nous. Voilà. Bridget O'Connor, Les Fanions. C'est parti, nous écoutons ce magnifique dialogue entre Patrick et Jean-G. La didascalie va nous être lue par notre ami. Jean-G écrit un numéro sur le paquet et lui donne une clope. Jean-G regarde la mer, les yeux fixes. On entend la mer, solitaire, le vent qui gémit, les mouettes qui croassent. Une pause assez longue. Un rayon faible de soleil, peut-être, soudain, inattendu, un changement d'atmosphère. Encore. Sainte pute, la marée qui monte, elle enfle. Eh mais t'as vu qu'elle gonfle, hein? Elle gonfle tout le monde, et nous en premier. T'inquiète ma gueule, au bassin d'argent ce sera différent. Ça sera sans sas. Eh putain j'espère, parce que sinon ce sera le marasme total. Ce sera chienne de poulet matin, midi et soir. Ce sera, faut plumer ci, faut plumer ça. Eh, va faire un coup de riton. Faut que je te les plume, je te dis, et sans arrêt. Et plume. On sera obligé de faire ces 4 volontés à ce grand con d'arracheur de plumes de V12. 42 000 poulets par an. Il va nous forcer à plumer cet enculé. 40 000. Et enfin du genre approximativement quoi, hein. En tout cas, on pourra dire au moins, on aura tout fait pour essayer de s'en sortir. Ah putain, con, tu l'as dit. Eh, tu sais combien d'argent? C'est pas le genre de couillonnade et compagnie. Là-bas, tu pourras pas décaniller les mouettes à gogo. Ah bah t'es bien sûr du cono. Pas fou. Au bas d'argent, pétard. Je sais bien que je vais pas m'amusailler à flinguer les gabions. Eh, faudra que tu sois, tu sais, impeccable, hein, de chez impeccable, hein, strict de chez strict. Recta de chez Rectachrome. Va falloir que se tienne un carreau de chez Canorama. Tu vois ce que je veux dire, Patoche? Être sur le coup et d'attaque instantanément. Monter le niveau des échelons de l'excellence. Et ce que j'en dis, dis-toi bien que c'est valable pour tous les deux. Parce que moi, de mon côté, je me rends bien compte, je suis pas con, que ces derniers temps, j'ai pas été vraiment au top du top de moi-même. Que je me suis laissé un peu glisser sur la sale pente savonneuse. Je ne suis plus Monsieur Acapulco, loin de là, il y a de la marge. C'est ensemble, tous les deux, en binôme, qu'on va évoluer vers le noc plus ultra. Ah, des âges, rien que là, d'ici, tu as l'air moins gros.
Bah j'ai l'impression que tu as minci depuis ce matin. Oh Kono, c'est vrai que rien d'en parler, ça a droit de drainer je ne sais quoi. Je m'allais. Ah, véridique, ma parole, Jean-G, tu as ton tonus qui se maxifie, je te jure. Ça se voit bien d'ici. Et merci ma gueule. Ah, Jean-G. Ils ont fait combien de parking au bain d'argent déjà? 7, sans compter celui pour les caravanes. Putain, Jean-G, 7 sans compter celui pour les enculés de caravane. Fatch de fatch. Dis-moi, Jean-G, tu la connais, le bain galop des maîtres sauveteurs au bain d'argent? Tu le connais, tu l'as vu? Si, non? Si, tu as vu le topo? Cadorissime! C'est carrément le prototype, le truc unique, n'importe qui te le commande, tu l'as dans 2 ans. T'imagines les maxi salades qu'on pourrait se faire là-bas? Ma pauvre maman, paix à son âme, la pauvre pampère, la pauvre peu chère, avant qu'elle attrape son crabe à la gorge. Les putains de maxi salades qu'elle savait faire, avec du jambon. Oh putain, maxi salade au jambon. Elle t'en mettait 30 tonnes du jambon. À la fin, tu en pouvais plus, c'était ma préférée au jambon. Et puis alors, toutes les petites feuilles, une par une, elle te les lavait bien de chaque côté en raclant sous le robinet. T'avais pas un caillou, rien, c'était topissime. Moi, la maxi salade, ça m'explose complet. Même que tu en manges un conteneur entier, putain, tu pètes la forme. Déjà, tiens. Déjà, rien que les 2 mots, maxi salade. Rien que de les dire, déjà, tu maigris. Tiens, regarde, maxi salade. Maxi salade. Oh, c'est con, mais c'est vrai. T'as raison, putain. Maxi salade. En pétard. Allez, sacré maxi salade au jambon qu'on va se faire, la gueule. Et les cigarillos, Kono. Les tombereaux de cigarillos qu'on va se cramer tranquille. Tu crois qu'on pourra avoir aussi des cigarettes mentholées? Parce que moi, le cigarillo, c'est un peu trop fort pour moi. Tu vois, mais si on peut pas... Mais si, de quoi? Ah bon, extra, mais du temps, tu penses que tu crois? À ce moment-là, on sera déjà dans notre appartement à nous, là. Sûr. Ah, faut que je donne mon préavis de demande à Madame Corbineau. Oh, la pauvre, ça va l'achever, ça. Moi, m'en branle. Ha, nous, on sera installados comme des vrais potos. Tranquillos. En colocation. Ça va faire comme au cinéma, tu sais. Dans les films, les vrais mecs vraiment poteaux. Les vrais Kono. Voilà, c'est ça. On va être quasiment des vrais conos de putain de maîtres sauveteurs à la con. Exactly. Le ciel bleu. Avec des rouleaux comac. Le spot d'enfer, 30 mètres de haut, surf à toute heure, Tortoni à Zonberger. Paix à leur âme, ils savaient les dompter les vagues. Pétard, tu passes tout un été sur la plage des bas d'argent, ma parole. T'as rien à brère de crever après, je parle de crever sans souffrir, bien sûr. Et les Suédoises, du coup? Elles sont folles des bancs d'argent, les Suédoises. Oh, on en a 4 ou 5 chez Madame Corbineau, elles sont grandioses. Et magnifiques. Mieux que des manques. Avec du répondant de haut en bas, et que tu ne sais plus où poser les mirettes. Ah ouais, on leur apprendrait à jouer au Scrabble. Et tu te vois là, toute la sainte journée, cigarillos, café à loger, gin fizz. Volons-y que je vous étalasse les lotionos solares solados. Du grand théâtre, hein. Alors, si je puis... Oui. Je puis me permettre, parce que alors moi personnellement, vous savez, quand j'étais à Varsovie, ma mère m'a fait beaucoup lire un auteur. Quel est l'auteur du théâtre? Quel est l'auteur de la mer double mère? La maman, on l'a, la maxi salade. Hein, Édouard Bond. Presque. Et de la mer, l'eau. L'amour de la mer et de la maman. parler d'Albert Camus. J'allais parler d'Albert Camus, évidemment. C'est sa marotte. Hein. Ah, mais non, excusez-moi, mais là on est exactement dans un récit camusien, du rapport à la mer, de la beauté lyrique. On est exactement dans cette démarche, démarche-là. Et pour le coup, on a un impératif de justice qui est ici. L'impératif de la mer comme symbole de la justice, du retour à la liberté. Moi, La justice. La justice, je ne sais plus pourquoi, mais j'étais habité par quelque chose qui attrait. Je vous rejoins sur la justice, mais dans un sens utilitariste, comme dirait Bentham. En fait, dans ce texte, il y a la maximisation. Ah oui, totalement, voilà. La maxi-salade. Et cette utilisation des suffixes sont issimes. Exactement, et ça vire à l'oxymore d'ailleurs. Et c'est dans le sens que dans ce texte, à mon avis, il y a une critique de la société de consommation aussi, puisque la maxi-salade qui vous fait maigrir, maxi-salade, maigrir, on mange pour maigrir. Bon. Continuez, monsieur Duquesne, hein. J'écoute cette belle... Oui, c'est salade de fruits, mais continuez. Excellent. Non, mais du coup, je vous rejoins sur cette théorie de la justice dans ce texte en filigrane. Et il y a aussi du populaire, il y a du souffle. Ah, mais justement, je voulais y venir. Et en fait, je pense même qu'on peut faire le lien entre les deux. Entre ce côté maximisation et ce côté populaire. Parce que pour moi, c'est de la littérature arlésienne, là, qu'on a.
Ah bah totalement. On est dans le Pantagruel, dans le Gargantua, et donc on est dans cette espèce de surconsommation des choses, de jouissance absolue, d'hédonisme débridé, et en même temps on est dans ce côté populaire et rendons la noblesse à la langue des petites gens. Exactement. Vous avez raison, monsieur. Et des gens, des... Attention à l'utilisation petite. Mais non, mais on parlait, c'est de la littérature Franck Dubosc encore une fois, donc voilà, c'est une littérature. Oui, enfin, vous mettez Franck Dubosc et Camus dans la. Oui, puis on est. Je n'ai jamais parlé de Camus. Oui, mais notre Franck Dubosc, c'est les flots bleus. Là, on est dans la baie d'argent, monsieur. Voilà. Je parlais de Rabelais, excusez-moi. Rabelais peut très bien faire le pont entre Franck Dubosc et Camus. Eh bien, je prends. Oui, allez. À tout prendre, je prends. Alors, est-ce qu'on a des réactions dans le public, des gens qui voudraient intervenir sur ce texte absolument bouleversant? Un public un peu sage. Hein. Un peu sage, je trouve. Le public est bouleversé. Je pense qu'on doit revenir. Je vois une femme qui pleure dans le public. Tout à l'heure, c'est vrai que je vous ai fait un peu le procès de parler des. Mais là, quand même, sur les questions de genre. Je n'aime pas ce qu'on pourrait dire la tarte à la crème du théâtre de suggérer l'homosexualité entre les personnages. Chez Corneille, elle est déjà présente. Hein, bon, on sait bien que. On sait bien des choses hein, sur le Cid et son père. Bref. Là, je pense que Patrick et Jean-G, les choses sont à peine suggérées. Hein. Parce que bon, c'est Maxi Salade. Non, mais il y a ces compliments un peu gauches, mais tellement attendrissants. Alors s'il lui dit je te vois maigrir. C'est un beau passage, ça. Hein. Oui, bah. Puis théâtralement, ça doit être fort. Vous imaginez un gros homme comme ça et la personne en face lui dit je te vois maigrir. Parce que moi, on a parlé de Beckett, je crois, non, peut-être pas, mais il y a du Beckett, évidemment. On est sur du théâtre statique et en mouvement en même temps. C'est ça qui est magnifique. Il le voit maigrir alors que le corps est immobile. C'est ça qui est magnifique. Le corps, en plus. C'est le corps. Et au départ, pardon, dans la didascalie, on est là-dedans. Hein. On entend la mer solitaire, le vent qui gémit, les mouettes croassent. C'est une didascalie beckettienne. Hein. La mer est solitaire. Et ça aussi, c'est la mer. Ah oui, bah il y a toujours la question de la mer qui. La maman, voilà. évidemment, mais la mer solitaire, et parce que la mer est solitaire, on se retrouve en tant que personne par l'association de son ami, justement, avec lequel on partage ce souvenir de la salade. Alors, je vais peut-être proposer une lecture osée. Oui. Osée. Peut-être une explication à cet amincissement. Peut-être que c'est pas seulement la mer qui est solitaire, c'est peut-être le ver aussi. Voilà, bon, le ver solitaire, voilà, on maigrit à vue d'œil. Était-ce du jambon cru dans ces voilà. salades? Était-ce du jambon Voilà, cru? c'est une salade. Si c'était du jambon cru, la thèse du ver solitaire, j'abonde. En plus, sur ce type de. Vous devenez vulgaire. Non, mais pas du tout. Non, je comprends, oui. Dans ce genre de circonstances, Bah, d'ailleurs, on peut se dire que je- la chaîne du froid ouais. a pu être rompue à un moment et. Ah, ça c'est intéressant. Surtout par ce soleil, Exactement. évidemment. Oui, puis on est un peu dans du théâtre des vers solitaires même, Exactement, parce que exactement. l'écriture n'en finit pas, se traîne comme un long vers. Il joue sur Et du coup, la dramaturgie devient parasite. le fond épouse la forme, la forme épouse le fond. C'est ça, Hein, c'est une écriture, une dramaturgie parasite qui interroge le théâtre en fait. Totalement. Qu'est-ce que vous voulez dire par totalement. littérature parasite? Le ver solitaire, qui Oui, vous ronge d'accord, de l'intérieur, oui, qui oui. ronge les personnages. Alors, c'est intéressant parce que il y a eu une traduction pour ce texte. Hein. La traduction, vous avez le texte, madame, est signé Serge Valetti. Hein. Et Serge Valetti, vous l'avez mal lu ce terme. Hein. Vous avez dit, vous n'avez pas dit Carorama, mais Carorama, c'est forcément une allusion à Castorama. Donc on est chez Rabelais, chez Shakespeare aussi, les allusions à la société contemporaine. Moi, il y a quand même une chose qui m'interroge dans ce texte, justement, je sens que c'est un texte quand même très internationaliste aussi. Hein, on parle de Monsieur Acapulco, on parle de Suédoise, et il y a quand même un moment où d'un seul coup, on nous parle de Tortoni et Hatzenberger. Là, c'est cette espèce de réunion entre ce qu'on peut imaginer un de mes confrères italiens et sûrement un germain. Mais vous n'êtes pas italien, monsieur, arrêtez de le faire croire à tout le monde. Je m'appelle Babidi Parcheggio, qu'est-ce qu'il vous faut? Oui, d'accord, bon, c'est votre pseudo. En s'appelant Jacques-Emmanuel Mirliza. Vous arrêtez que c'est ces histoires de pseudo, notre invité tout à l'heure on a parlé, et maintenant c'est comme si c'était acté. S'il vous plaît. Bon, terminé. On passera à autre chose. Tortoni et Hatzenberger. Un Italien, un teuton, que font-ils ensemble? Pourquoi citer ces deux personnages? Et que font ces références si lettrées
dans un espace où pourtant on a l'impression qu'on a des personnages qui sont lettrés. Plutôt, je ne sais pas, c'est historien plutôt. Vous avez déjà lu du Tortoni? Bon, ça suffit, monsieur, s'il vous plaît. Bien, alors, plus personne ne veut intervenir sur ce texte. Bien, alors, on va se faire une petite pause. Et pour cette petite pause, c'est la reine des plages qui va nous accueillir. La chanteuse Marielle, qui est à nouveau présente dans notre émission. Et elle tient à intervenir sur les voyageurs. Et ensuite, nous allons écouter sa chanson Grenadino, chanson de l'été. Par ces moments estivales, qu'est-ce que c'est bon de se baigner. Mais attention, nous savons que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se noyant qu'on apprend à nager. Alors si vous nagez comme un fer à repasser, et que vous avez décidé malgré tout de vous jeter à l'eau, et que vous perdez pied, voici comment agir. Levez les bras en appel de détresse. En deux, tomber dans les bras d'un maître nageur sauveteur. Un peu comme dans le feuilleton Alerte à Malibu. Remercions ces hommes et femmes qui toute l'année veillent à notre sécurité en piscine et en extérieur. Un brillo tropical, un clima ideal. Amor loco. Merci Marielle pour ce magnifique chanson, magnifique intervention comme toujours. Marielle, tu nous régales. Merci Marielle. Et je sais que tu es sensible à la thématique que nous abordons ce soir.
Bien, je la tutoie. C'est comme ça avec Maria. Alors, avant de passer au dernier extrait, je dis le plaisir que nous avons à être ensemble pour parler des maîtres nageurs. Malgré l'absence d'Alain Dufaré, de Monsieur Renard, etc. Et Monsieur Piscoletto, je crois, est heureux ce soir de pouvoir s'exprimer librement. Oui, tout à fait, absolument. C'est moi qui vais présenter les derniers textes, parce que, si vous permettez, Monsieur Mirliza. Allez-y, monsieur. Oui, c'est une femme que j'ai connue un peu dans ma vie, il faut dire. C'est une écrivaine qui s'appelle, que je retrouve mon papier, Camille Ribois, et qui a écrit entre autres Petites histoires coquines à lire au bureau. Et là, elle a écrit la suite, Petites histoires coquines à lire en vacances. C'est publié chez le meilleur éditeur Amazon.fr, que vous pouvez lire. 99 centimes ça coûte en téléchargement, c'est vraiment pas cher. Et là, on est vraiment... En fait, alors c'est l'histoire d'un maître nageur et dans chaque chapitre, comme nous racontait Madame Appart tout à l'heure, il rencontre tous les soirs des femmes et chaque chapitre c'est un prénom de femme et chaque chapitre, il baise une femme différente. Voilà ce qui se passe dans chaque chapitre. Et voilà, allez, on y va. Je reprends le fil, monsieur, merci. Dernier extrait, Camille Ribois, Petites histoires coquines à lire en vacances. C'est parti, plongeons dans l'univers de Sylvain, le maître nageur. Sylvain n'avait pas l'esprit littéraire. C'était un pragmatique, dont la psychologie avait été façonnée par les pouvoirs de son corps. Au lycée, on lui avait fait lire à grand-peine Candide de Voltaire. Il avait mal retenu la maxime de Pangloss, mais enfin, il faut arroser son jardin, lui servait quand même de règle de vie. Alors, il arrosait. Il arrosait surtout les jardins de ses partenaires féminines. Il y faisait pousser les fleurs du plaisir avec une facilité déconcertante. Il avait découvert que ses doigts n'étaient pas ce qu'il y avait de plus vert chez lui. Grâce à son prof de français, sa voie était tracée. C'était décidé, il deviendrait arroseur. Mais pour une activité qu'il exerçait la plupart du temps dans un lit, il lui fallait une couverture. Le bac en poche, il décida de passer son diplôme d'animateur sportif, histoire de dissimuler un penchant par trop saillant. Il avait pris la gym et la natation comme spécialité. La demande opportune de Grégory confirmait une fois de plus qu'il avait fait le bon choix. Mais l'occasion était trop belle pour ne pas faire monter les enchères. Les brebis ne s'égaraient plus. Les temps étaient durs. Le moniteur attendit pourtant l'extrême limite avant de déclencher son plan de secours. Comme le loup dans la bergerie, il entra à 17h15 dans la salle de spectacle, sans faire de bruit. Elle n'était pas pleine. L'assistance était composée d'enfants et de leurs parents, venus assister à la représentation d'une pièce intitulée « Guignol et ses amis, conte en Alexandrin ». Le spectacle avait débuté. Sylvain ne voyait pas Laura, mais il entendait sa voix, placée entre le petit théâtre en bois posé sur l'estrade, bien au centre, et le grand rideau qui fermait la scène. Elle animait les marionnettes enfilées sur ses mains comme des gants. Le prof d'aquagym jaugea la situation en quelques secondes. Il identifia l'entrée des coulisses sur la gauche. Il ouvrit la porte et s'y glissa. Il parcourut un couloir sombre éclairé par les seuls blocs de sécurité. Au fond, il poussa un bâton à double sens d'ouverture et prit à droite. Il était arrivé sur l'estrade, dissimulé à la vue de tous par le grand rideau de scène. Un ray de lumière filtrait à travers la jonction qui séparait les deux pans de tissu. Sylvain s'y dirigea en silence et colla son œil contre l'ouverture. Laura était là, devant lui, toute proche. Il suffisait de tendre le bras pour la toucher. Sylvain eut un choc. Elle portait sa robe bleue. Il en était sûr. Elle l'avait mise pour lui. Elle était légèrement penchée en avant. Il détailla la taille fine, le galbe des hanches, l'arrondi épanoui des fesses, les mollets fermes et fins. Il était prêt à vivre un événement exceptionnel, un événement qu'il n'arroserait sans doute qu'une seule fois dans sa vie. Ses narines frémirent, il reconnut le parfum, c'était le numéro 5. Il profita d'un bref temps mort dans la pièce
pour écarter légèrement le rideau de scène d'une main et chuchoter. C'est moi, Sylvain. Je suis un peu en avance. Il passa la main libre sous la robe et remonta sur la face intérieure de la cuisse. Ah, c'est vous? Je vous attendais pas si tôt, Murmura-t-elle en tournant la tête. Il agrippa le bord de la culotte et tira vers le bas. Un contretemps fâcheux me contraint à modifier mon emploi du temps. Elle trouva l'initiative d'une audace folle et pour tout dire, très excitante. Attendez, je vais vous aider. Guignol et Niafron quittèrent la scène pendant quelques secondes et la tête à l'envers tirèrent la culotte vers le bas. Ils arboraient un large sourire, certes un peu figé, mais auraient-ils avant longtemps l'occasion de caresser les cuisses aussi douces? Les deux amis, ravis de cette escapade inattendue, regagnèrent leur place et la pièce se reprit. Laura avait accentué sa position penchée, sa robe retroussée sur ses reins. Sylvain lui avait ouvert la braguette et dirigeait les énergies à travers la jonction des deux pans du rideau de scène. Mais il était embarrassé, car il était contraint d'utiliser une main pour maintenir tendue la lourde étoffe du rideau et ainsi d'éviter de trahir sa présence. Laura sentait son visiteur chercher son chemin à l'aveuglette. Elle n'avait aucune envie de prendre le thermomètre de la virilité au milieu des fesses. Elle confia donc à Guignol, en personne, le soin de guider l'impétrant vers un lieu plus sûr et plus coquet pendant que Niafron entamait un monologue. Elle jouissait. Les éclairs de l'orgasme la traversaient de bas en haut. Son corps, qu'on eût dit en état d'ionisation, canalisait la foudre vers les cendres du plaisir à la vitesse de la lumière. Dans un grand flash, elle perdit le contrôle du scénario. Le gourdin du gendarme montait et descendait frénétiquement tandis que Niafron se jetait dans les bras de Guignol pour l'embrasser avec fougue. La carcasse du petit théâtre était agitée de soubresauts. Un rapport de façade se détacha. L'auditoire ne percevait plus que la danse désarticulée des pantins dans un concert de gémissements étouffés. Les mamans échangeaient des regards incrédules. Les enfants riaient sans comprendre ce qui se passait. Sylvain acheva son numéro d'équilibriste en touchant son but. Il savoura les longues rasades de plaisir avec le sentiment du travail bien fait et du devoir accompli. Dans un dernier réflexe, Laura tira le petit rideau du théâtre pour signifier que le spectacle était terminé. Voilà, on est au camping, un spectacle de Guignol, Guignol et ses amis. C'est un texte pour enfants, je pense. Je sais pas, mais un grand spectacle de Guignol. Un grand spectacle de Guignol. Alors là, vraiment, je suis conquis, Mirlisa. Ah, vous avez apprécié je suis conquis. Ah oui, mais je trouve que c'est pour enfants, ce texte. Non, c'est pas forcément pour enfants. Enfin, c'est même un peu osé pour des enfants. Néanmoins, je suis retourné en enfance. Parce que, en plus, ce texte, il est vraiment dans la veine du Guignol. Avec ses péripéties, une chute un peu gauche. Et il y a même le gendarme qui est là, qui est un personnage de Guignol. Mais qui ici est un personnage phallique, certes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute cette mythologie. Et mythologie, qui plus est, et on en revient aussi à Homère, mythologie qui puise ses sources aussi dans la Grèce antique. Puisque lorsqu'on nous parle d'état d'ionisation, ah oui, moi j'entends l'état dionysien. Bien sûr, bien sûr. Là vous êtes dans la part renomage à la crème. Je ne m'appelle pas la dame de Renon. Vous êtes dans la lecture à la Non, mais on est dans une bacchanale ici. Voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors, d'ailleurs, vous parliez de Parasite tout à l'heure. Moi, je ferai référence au film, à la Palme d'Or. Par rapport, il y a un détail qui, dans le film, je ne l'ai pas vu, souligne effectivement ce partage du sensible entre les individus, c'est l'odeur. Le parfum Chanel numéro 5 dans une salle des fêtes minable d'un camping. Tout à fait. D'accord. En même temps, est-ce que le Chanel numéro 5 n'est pas un parfum minable? C'est le faux luxe. C'est du Chanel, monsieur. Peut-être. C'est pas du faux luxe, c'est un cliché. C'est différent. Oui, c'est un cliché plus ou moins luxuriant, voilà, tous les sens du terme. Tout à fait. Et alors je voudrais... T'entendez pas son Chanel pour aller voir Guignol, monsieur. Mais là, elle ne va pas voir Guignol. Ah, elle va voir le bâton de Guignol. Elle va donner vie à Guignol. D'accord, c'est vrai. Voilà. Non, moi, je voudrais saluer les efforts de la rédaction ce soir pour avoir fait ce si beau corpus. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des liens, un fil Candide. Mais même en allant plus loin que Candide, ici, il y a vraiment un fil rouge à travers tous ces textes, c'est le travail des corps. Des corps au travail. La technique des corps. Ici, dans chacun des textes qu'on a vus ce soir, le corps est un outil de travail.
Et ici encore, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le genre aussi qui travaille derrière en coulisses, on va dire. C'est à la fin la différence du rapport des personnages. Elles sont sur scène aussi. Oui, mais bien sûr, c'était un bout en train. Ça coulisse d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est le rapport différencié en termes de genre à l'égard du plaisir. Ici, la femme a une jouissance qui est purement exprimée en des termes d'électricité, de canalisation de plaisir, quelque chose qui est incontrôlé. Et l'homme ici est dans un rapport purement technique, de travail accompli et de devoir bien fait. Et là, on retrouve en fait quelque chose d'extrêmement classique de partition. Alors, classique. Non, pas classique du tout, monsieur. Tais-toi. C'est pas classique, c'est un texte anti-classique. C'est une révolte contre l'éducation classique. Au début, il s'en prend. Ah oui, c'était pas un bon élève, c'était pas... Mais là, c'est du théâtre pour moi. C'est pas du roman, c'est du théâtre, ça. Pourquoi? C'est du guignol, vous l'avez dit. UNESCO, qu'est-ce qu'il voulait faire? Du guignol. Il voulait plus les règles du classicisme. Mais là, c'est ça. On passe des Candide, des contes philosophiques au pur guignol. Je me permets tout de même de relancer Monsieur Duquesne sur sa théorie. Mais t'en as rien à battre de ce que je viens de... Hein? Bon. C'est du guignol, je l'ai dit. N'empêche, qu'est-ce qu'il nous dit le mec, c'est que... Il est peut-être bête, mais en tout cas, au lit, il assure. On n'a pas dit qu'il était bête, il a son bac. Non mais le texte commence... Non mais je vous sens méprisant. Un texte classique. Monsieur, non, mais le texte commence par une sentence de toute façon. Non, alors moi justement sur son intelligence ou pas, moi il y a quelque chose qui me frappe d'entrée, ce qui était d'un point de vue formel. La sentence. C'est alors non vraiment formel sur le texte, le texte, le signifiant. Pas le signifiant. Candide, non Candide de Voltaire. Vous avez vu comme il est mis, Candide? Il est mis entre guillemets. Ah oui. Alors que c'est un nom texte. Bien sûr. Il devrait être en italique. Pourquoi il n'écrit pas en italique? Parce qu'il parle du personnage. Parce que non. Lire un grand tel Candide, on ne lit pas juste seulement un personnage, on lit un livre, on lit un texte. Il n'y a que vous qui ne voyez que les personnages dans le texte. Pourquoi entre guillemets? Parce que c'est la vision de notre personnage principal. Qui se dit que Candide, ce n'est pas un texte. C'est entre guillemets. C'est une œuvre qui est placée comme œuvre légitime, mais on peut la mettre entre guillemets, parce qu'elle n'est pas si légitime que ça. Et son intelligence, où est-ce qu'il la trouve? Son intelligence, il la trouve dans son pénis. Thermomètre de sa virilité. Et ça, c'est une métaphore que n'aurait pas renié un homme comme Romain Gary, par exemple. Quand on lit, à partir de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Où est-ce qu'elle est la virilité? Alors que c'est un homme, le personnage de la limite, votre ticket est à partir de cette limite. Le personnage, c'est quoi? C'est un homme puissant. C'est un homme intelligent, c'est un chef d'entreprise, mais sa virilité, où elle est? Au fond de son slip. Et l'humanité, le mal, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il réside, finalement? Au fond de son slip. Oui. Effectivement, vu comme ça se tient. Et je trouve que, mine de rien, ça poursuit ce que disait Monsieur Duquesne, parce que vous parliez de technicité, et je vais vous parler d'un thème que je sais qui vous touche. On ne parle pas de thème, on parle de thématique, monsieur. Vous allez me couper à chaque fois que je Non, le thème c'est un mot scolaire. J'ai sauvé votre émission, motif. Qui allait faire un flop ou un plouf. Bon, allez-y, ok, je vous écoute. Tout de même, lorsqu'il dit qu'il y faisait pousser les fleurs du plaisir avec une facilité déconcertante, et qu'il est l'homme arrosoir, vous qui aimez les fleurs, vous qui aimez les plantes, vous qui aimez le jardinage, tout de même, cette déplicité de l'homme fertile, de l'homme qui arrose, ça doit vous parler, ça. Oui, c'est classique. C'est le cantique des cantiques, c'est la femme jardin, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire là. Parce que c'est classique, moi je trouve, enfin bon... C'est biblique. Voilà. Non, moi je viens de répondre quelque chose et on va arrêter là parce que je pense que Camille Ribois est vraiment une écrivaine pathétique. Non. C'est une écrivaine qui n'est pas cultivée. Ça vient de nous sauter aux yeux, je n'avais pas vu ça. Quand elle met Niafron et Guignol, deux amis, non, Niafron et Guignol ne sont pas amis, ils sont cousins. Si vous prenez l'histoire du théâtre, en quoi l'un n'empêche le lien de parenté n'empêche pas ce ne sont pas des amis, ce sont des cousins. Et là, ils sont avec votre cousin. Et vous pouvez pas... Non, mon cousin est mon cousin. Et d'ailleurs, on dit quoi de son meilleur ami? On dit que c'est son frère. Oui, mais là, ils sont cousins, ils sont pas frères. Et frères, on dit ça. Voilà, la parenté, l'amitié, c'est compatible. Les deux, ils sont cousins, c'est des cousins, c'est un texte rappelé. Raté. Là aussi.
Ils sont cousins et moi je trouve que c'est une erreur. Voilà. Moi j'aimerais quand même revenir. Ce texte je trouve intéressant. Ils sont cousins, moi je reprends. Plein de choses à dire. Ce texte est riche. Mais c'est Oui, un enfin- texte en plus qui commence par une sentence. Sylvain n'avait pas l'esprit littéraire. Elle est importante cette phrase. Elle vous place Oui, en bah, personnage. elle n'a pas l'esprit historique parce que dire que Niafron et Guignol sont amis. Vous qui connaissez cette. Mais il a raison, quand on connaît la culture populaire, on met pas Niafron, Guignol, son pote, sont pas potes, ils sont cousins. Niafron, il est toujours bourré. Guignol, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, cousin? C'est pas son ami. Et alors? Mais il manque un sens des marionnettes, ces gens. Mais c'est une fiction. Oui, et surtout le spectacle guignolesque évolue. En fait. Moi, j'ai vu à Lyon, il y a 2 ans, Guignol et la citrouille. Eh ben écoutez, moi j'étais au camping, monsieur, au camping des 2 étoiles à Saint-Germain. Oui, j'avais vu Guignol et Quasimodo là-bas. Très oui. Et ils étaient amis, un bon ami. Alors je suis désolé, mais si vous avez une lecture Non. traditionnelle du mythe. Mais Niafron est alcoolique. Ma mère aussi. Ça... Et alors, il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'on nous parle du gendarme, mais à quel moment le gendarme est sorti du Castellet? À quel moment il a eu le temps de mettre la main dans le gendarme? Mais ce n'est pas la main qui met dans le gendarme, monsieur Piscoletto. Et quoi alors? C'est pas... Eh bien c'est le thermomètre de la virilité qui nous... Ah, les thermomètres, il fait chaud. Mais vous êtes Eric Cadrenon ou vous êtes monsieur Piscoletto? Bien, oui, très bien. Bon, Quelque chose à dire? Oui, mais il y a plein de choses à dire. Oui. Par exemple, il n'est pas du tout question de piscine alors que c'est un maître nageur. C'est vrai. Très bien. Mais c'est vrai. C'est assez intéressant de voir à quel point l'identité de maître nageur n'appartient pas, n'est pas que circoncise, c'est circonscrite. Pardon. Mais circoncise aussi. Circoncise, ça marche. Circonscrite, excusez-moi. Au cadre aquatique. Donc il est aussi une identité que l'on exporte en dehors justement du centre nautique. Et justement, est-ce que l'auteur ici ne nous indique pas à considérer que le théâtre est une scène mouvante, comme une piscine en fait? Mais oui, c'est une scène à vagues. C'est ça. Voilà, c'est une scène à remous. Exactement. À remous, il y a des remous. Il y a du remous. Il y a du remous, il y a de la répétition. Et mine de rien, le thème aquatique est tout de même évoqué au travers de l'arrosage. Tout à fait. L'arrosage est important ici. Et on avait Léo Ferré dans le texte précédent. Ici, on a Alain Leprest. Hein, c'est cette magnifique chanson. Non, mais Arrose des fleurs une fois par moi semaine. je trouve qu'il y a une erreur aussi dans la connaissance dramaturgique du Guignol. Quand il écrit, il profita d'un bref temps mort. Il n'y a jamais de temps mort dans Guignol. Mais quand Guignol sort d'un côté, il revient de l'autre. Bien Lisa, vous vous êtes arrêté au théâtre du XXe siècle. Nous sommes en 2019. Oui, mais Guignol traverse les siècles, monsieur. Peut-être, mais Guignol a le droit de grandir et d'évoluer, comme vous. Alors, moi je vous suis sur cette lecture-là, parce qu'à mon avis, ce texte Oui, là. est une pâle copie. Ce texte, mais c'est la littérature Big Mac. On a une remise en question. C'est la littérature Big Mac. C'est-à-dire qu'en fait, tout est faux, tout est mascarade. Non, pas du tout. Mais bien sûr que non. si. Mais bien sûr. Non. Regardez, quel est le précédent ouvrage de cet auteur? Vous l'avez cité tout à l'heure. Petite histoire coquine à lire au bureau. Et le titre de celui-ci? Petite histoire coquine à lire en vacances. Donc en fait, c'est la théorie du débouché saturé constamment. Voilà. On maximise le débouché. Parce qu'on peut lire ça tout le temps, au bureau, en vacances, et après on relit au bureau. Mais et à mon avis, là, avec le Big Mac. Mais ici, c'est une production industrielle pour la masse. On va produire, on va consommer. C'est bien sûr laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je suis spécialiste du Guignol. Je suis spécialiste du Guignol argentin. La production industrielle. Les Guignolos. J'en parlais de Beckett tout à l'heure. Le théâtre statique immobile, le temps mort dans la pièce des Guignols. C'est un théâtre de Guignol chez Beckett. C'est un Guignol métaphysique que nous avons ici. Mais c'est pas Guignol. C'est le 7e ciel des Guignols. C'est le métatexte de Guignol. C'est tout. Bien. Mais attendez, non, mais moi je... Passons, l'émission va se terminer et Marielle va intervenir encore une fois. Donc, s'il vous plaît. Non, mais vous me censurez. Oui, finissez. Dernière intervention, on donnera la parole au public et après on ira se coucher. Monsieur Duquesne, reprenez ce que vous dites. Oh, c'est long, je pense que Marielle veut intervenir. Non, elle terminera à la fin. Vous étiez sur le pastiche. Pour moi, c'est une littérature de la série, voilà. On est chez Amazon, c'est un genre littéraire. Mais je n'ai pas dit le contraire. Monsieur. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je souligne juste ici que la mauvaise connaissance de Guignol
est lié au fait que ce soit une littérature sérielle à grande échelle. Moi, Mais c'est pas une mauvaise lecture, c'est une réinterprétation moderne. Me dis pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais moi surtout, je pense en fait que ça part d'une mauvaise compréhension du texte. Et oui, des gens autour de cette table parce que d'accord. le texte annonce la couleur, il commence par une sentence. Sylvain n'avait pas l'esprit. Mais monsieur, c'est pas parce qu'on dit qu'on est nul. Son tract, c'est lui qui met le candidat. Mais c'est lui qui le fait. Voilà. Monsieur, parfait exemple. Évidemment. Parfait exemple. Je suis allé voir Greta au cinéma avec Isabelle Huppert, le thriller américain. Oui. Le film commence, la gamine, elle est au cinéma, elle dit « Oh, quel mauvais film !» Eh ben c'est pas pour ça que le film qui est derrière est bon. Exactement. Pas parce que on a dit qu'on allait faire du mauvais cinéma qu'on fait du bon cinéma. Eh ben là c'est pareil, monsieur. C'est vous qui avez choisi le texte, Père Lisa. Oui, ben pour moi ce n'est pas un bon texte. Niafou et Guignol ne sont pas amis. Bien. Merci. C'est l'été, on reviendra à la rentrée ou peut-être avant, mais je pense que ça nous faisait fait du bien de partir en vacances. Mais dans quelques jours, c'est votre anniversaire, monsieur Duquesne. Oui, c'est exact. Coucou, hello, hola, aux auditeurs et à l'équipe d'Ancralogène. Je descends de Planète Marielle avec un petit message pour toi, Théodore. Un jour extraordinaire, ce jour où tu es né. Que cette journée soit arc-en-ciel, ensoleillée de pluie de rire. Je te souhaite un incroyable, étonnant, extraordinaire, merveilleux anniversaire. Je t'envoie des bisous, choc, chic et très très chaud. Magnifique, merci à Marielle. Bon été, chers auditeurs, merci au public de nous avoir accompagnés ce soir et bon été. Une émission France du futur. Produite par Alain Dufaré. Présentée par Jacques-Emmanuel Mireliza.